tout à l'heure, Élise, elle me disait, bon, c'est mon premier meeting national, je ne sais pas comment ça se passait. Bah, tu envoies, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est drôlement efficace. Ça montre les qualités de nos députés et de nos orateurs et des oratrices nationales. Bon, Élise, je suis venu la soutenir il y a quelques temps de ça. Hein, je suis venu dans un quartier pavillonnaire. Excusez-moi, je ne me rappelle pas le nom. Première porte, je rentre. Je sens bien que la personne m'accueille gentiment, mais que le bulletin de vote n'allait pas tout à fait être celui d'Élise. Et deuxième porte, je frappe à la porte et là, je vois un malabar sortir. J'ai vraiment cru que j'allais être agressé. Il faut dire qu'il était en train de regarder CNews, qui était en train de parler de moi. Donc, évidemment, ça ne l'a pas fait. Bon, j'étais un peu inquiet, je dois dire, après ce début. Bon, et puis au final, tu as bousculé Marie-Caroline Le Pen. Moi, je l'ai dit, ce n'est pas un secret, j'étais au lycée avec elle, je suis désolé. Lycée public, précise. Hein, et je suis particulièrement content que tu aies battu Le Pen et que tu aies battu en plus cette Le Pen-là. Et que tu aies basculé finalement à pronostic. Alors, je dois dire que c'était assez symbolique finalement de ce qui s'est passé. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le 7 juillet, 19h55, les télés, on les connaissait, ils avaient leur sondage, ils mettaient le RN en tête. Voilà. Et puis il y a eu le suffrage universel, et ce n'est pas le RN qui a gagné. Et je ne vois pas, quand je vois la salle remplie de cette manière-là, c'est-à-dire blindée, je ne sais plus combien vous annoncez de gens, mais en tout cas, il y en a plusieurs centaines, je ne vois pas d'autres forces capables aujourd'hui de rassembler autant de monde en dehors d'une période électorale. Et je ne vois pas pourquoi, donc, aux prochaines élections, il n'en serait pas de même, Élise. Je voulais commencer ainsi pour dire que, parce qu'aux prochaines élections, il y aura. Je voulais commencer là-dessus parce que je rappelle que le 9 juin, à la fin de la semaine, ça va faire 1 an que le Parlement a été dissous. Et on a fêté, vous savez, un autre anniversaire récemment. On a fêté les 20 ans du 29 mai 2005. Pourquoi je parle des deux, c'est-à-dire le 29 mai 2005, pour les plus jeunes, hein, c'est la victoire sur le traité constitutionnel européen. On peut dire que c'est aussi l'émergence d'une onde gauche, d'une gauche de rupture qui devienne majoritaire. Et quelque part, on est, je pense, les héritiers de cette victoire. Mais pourquoi je rapproche les deux? Parce que finalement, dans les deux cas, vous avez eu des périodes qui ont été, dans le premier cas, ouvertes par la victoire, la dissolution, et dans l'autre cas, conclues par la victoire du 29 mai, et qui ont donné lieu à des ressaisissements citoyens. Très franchement, le système n'attendait pas ça. Sinon, il n'aurait pas fait de référendum et il n'aurait pas dissous. Alors, ce qu'ils attendaient au moment du référendum, c'est que le texte était tellement compliqué, je ne sais plus quand il faisait de page, 75, un truc comme ça, que les gens allaient s'abstenir comme d'habitude et que les seuls qui allaient voter, c'était ceux qui étaient pour ce traité de constitution d'une Europe libérale. Et puis, de la même manière, quand Macron a dissous, face aux résultats économiques catastrophiques qu'il connaissait en mai, en sachant en plus après qu'il venait de perdre aux européennes, il s'est dit, bon, allez, on dissout rapidement, ça sera mieux, à mon avis, qu'à l'automne. Au pire, le RN passe, mais moi, je suis à peu près certain que cette cohabitation-là, il y était prêt. Et puis, au mieux, il s'est dit, bon, la gauche est à tel état divisé que, finalement, tout ça va faire en sorte qu'on va apparaître comme le vote utile et, ni vu ni connu, on va s'assurer à nouveau une majorité. Bon, on sait que dans les deux cas, ce n'est pas ce qui s'est passé, notamment parce que dans les deux cas, c'est le même chiffre, c'est intéressant, il y a eu 70% de participation, un vote massif des classes populaires et des jeunes, et que l'un a donné 55% au non, et le deuxième nous a donné la victoire. Ces deux événements, finalement, ils se rapprochent aussi, malheureusement, sur l'issue, c'est-à-dire ce qui s'est passé ensuite. Parce que dans les deux cas, c'est une forfaiture démocratique. C'est-à-dire que dans un cas, on a eu le traité de Lisbonne, c'est-à-dire le traité constitutionnel européen qui est revenu par la fenêtre de l'Assemblée nationale et qui a été voté en catimini. Et de l'autre côté, on a eu des gouvernements des perdants. Voilà. On a eu le gouvernement Barnier. On a réussi à en prendre, à le battre avec la motion de censure. Bon, on s'est dit, bon, quand même, ils vont peut-être comprendre la leçon. Ben non, ils nous ont remis ensuite le gouvernement Bayrou et ils ont continué comme ça leur chemin avec, dans ce cas, tout ce qui est permis par la Ve République comme artifice pour permettre à un gouvernement minoritaire à l'Assemblée nationale dans le pays de continuer à gouverner le pays. Très franchement, à la fin, on risque de s'habituer, mais je vous assure qu'il ne faut pas s'habituer à ça. Je ne vais pas revenir en détail sur ce que tu as expliqué, Élise, mais le 49.3, vous savez qu'il n'y a pas un autre pays européen qui a le 49.3 quand même. Même les pays qui nous semblent moins démocratiques, il n'y en a pas un. Bon, un 49.3 en plus appliqué au budget.
Je rappelle que l'Assemblée nationale, elle se crée dans la suite des États généraux sur la question du budget. C'est ça qui est, j'allais dire, le vote décisif de l'Assemblée nationale, c'est le budget. Ça fait 3 ans qu'on n'a plus le droit de voter. Bien. Donc le 49.3, et puis alors cette nouvelle mode, là, extraordinaire, on va voir au niveau du Conseil constitutionnel si ça passe, parce que moi je doute sur la sincérité de cette question, et en plus ça nie le droit d'amendement, mais où on a des gens qui portent un texte et qui votent le rejet de leur texte, pour ne pas passer à l'Assemblée nationale et pour aller devant le Sénat, où là où ils savent qu'ils sont majoritaires, devant une Chambre qui n'est pas élue au suffrage universel. Bon, tout ça est permis, effectivement, par la Ve République. La seule chose que j'espère pour l'instant, parce que, très franchement, c'est leur objectif, hein, c'est qu'ils ne se disent que la population qui est venue voter, les jeunes, les classes populaires, qui d'habitude s'abstiennent, finalement, la prochaine fois, se disent, bon, bah, à quoi bon, quoi. Et puis, cette fois-ci, on va rester chez nous, vous voyez bien que ça ne sert à rien. C'est ce qui s'est passé avec le traité constitutionnel européen. Hein, on a eu derrière ça une abstention très forte pendant plusieurs élections du fait de cette forfaiture. Et évidemment, je pense que les possédants, les plus riches, Macron et sa bande, je dis sa bande au sens large, hein, y compris ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais enfin, vous voyez, c'est ceux qui défendent les intérêts de la bourgeoisie, pour aller vite, comme on disait, mais comme on continue à dire, eh bien, quelque part, eux, ils comptent évidemment sur cette espèce de démocratie censitaire où ceux qui ont intérêt que les choses changent ne viennent plus voter. Et donc, depuis, on a une crise politique rampante, continuelle. On a une crise de régime aussi, j'y reviens pas, qui nous fait dire vite la Sixième République. Et tout ça adossé sur autre chose qui, là, est un peu nouveau, arrive en même temps, qui était déjà sous-jacent en réalité, mais qui, là, avec l'élection de Donald Trump, explose, c'est-à-dire une crise économique et internationale qui, quelque part, nous met devant tous les dangers et tous les espoirs. Alors, on peut se demander jusqu'à quand tout ça va tenir. Et là, il faut se dire que certainement, le moment décisif, ça va être à l'automne, c'est-à-dire au moment où le budget va revenir, c'est-à-dire ce par quoi le gouvernement Barnier a perdu et a été censuré. On peut penser que c'est là-dessus que va se fracasser le macronisme, parce que c'est ce qui va révéler le plus ses contradictions et sa minorité à l'Assemblée nationale. Alors d'abord, parlons de l'état des lieux pour bien comprendre. Ils ont une politique, et c'est pour ça qu'il y a eu la dissolution. Il faut bien le comprendre. C'est pour ça qu'ils ont été battus 2 fois aux élections européennes, aux élections législatives, et même censurés ensuite à l'Assemblée nationale, qui est la politique d'offre et de compétitivité. Excusez-moi, je vous la rappelle à vite fait. On fait plein de cadeaux fiscaux au capital pour espérer que les capitaux viennent dans notre pays. Et une fois que les capitaux viennent dans notre pays, eh bien, on espère que ça va créer des profits, et puis le lendemain de l'investissement et de l'emploi. Cette phrase-là, elle est connue, c'est Helmut Schmidt dans les années 80, c'était un chancelier allemand qui avait sorti ça, et on n'en a vu trace nulle part. Et on verra qu'en France, on n'a pas vu non plus trace, mais je vais y revenir. Donc, ils ont mis au point cette politique, ça fait depuis 2017 que ça dure, et si on regarde maintenant les effets de cette politique, on s'aperçoit que c'est un échec pointé sur tous les sujets. Alors, par exemple, en mars dernier, 2024, Bruno Le Maire, il était encore ministre de l'économie, arrive à l'usine Sandouville, Renault, en Normandie. Et il dit « L'industrialisation est le plus grand succès économique depuis 2017 d'Emmanuel Macron ». Bien. Non, je vous assure, il a dit ça. C'est vrai, hein ? Bien, passons aux réalités. Parce que les mensonges, ça va quand même. En réalité, on n'est pas dans un moment de réindustrialisation. On est à la veille d'une désindustrialisation massive du pays. C'est ça qui est en train de se passer. Les chiffres sont têtus de ce point de vue-là. La part de l'emploi industriel dans l'emploi privé baisse depuis 2017 de 2 points. La production manufacturière, en janvier 2025, elle est 3% inférieure à 2021. Si on regarde maintenant les chiffres dont ils se gargarisent, vous savez, ces fameux investissements de l'étranger, les IDE. Alors ils nous disent la France est championne d'Europe. On est champion d'Europe de plein de choses avec eux, hein, vous avez remarqué. Champion d'Europe des dividendes, ça c'est vrai. Mais la France est championne d'Europe de ces investissements. Et ils nous disent il y a un nombre d'entreprises incroyable. Ben oui, c'est vrai qu'on a le plus grand nombre d'entreprises étrangères qui viennent s'implanter dans le pays. Sauf qu'en termes d'emplois créés, c'est absolument faux. On est dans la moyenne. Et en termes de valeur ajoutée, c'est absolument faux. Autrement dit, la production de ce nombre d'entreprises nous met dans la moyenne européenne et guère plus. Donc de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est, là encore, un mirage sur lequel on s'appuie. Bon, et de la même manière, vous savez, ils ont eu le truc... Alors moi, je parle très mal anglais, j'espère que c'est ça. Choose,
Choose France, merci. Super. Choose France. Bon. Choose France, ils sont gargarisés. Il va y avoir 20 milliards d'euros d'investissement. C'est merveilleux, on est les plus forts. Bon, je vous fais remarquer qu'à chaque fois qu'ils annoncent ça, après, ce n'est pas forcément la réalité. Sauf qu'en plus, ces investissements, ils les annoncent dans quoi? Ils les annoncent dans l'IA, dans les centres de données. Eh bien, manque de peau. En dehors du fait que les centres de données, écologiquement, sont assez une catastrophe, mais ce n'est pas du tout créateur d'emplois. Pas plus, d'ailleurs, que la dernière fois où ils nous ont annoncé des investissements avec les méga factories de batteries, etc., qui n'ont pas du tout créé le nombre d'emplois espérés dans le Nord. Donc, on s'aperçoit que là aussi, tout ça, exactement, en plus, ça ne marche pas, ça vient d'être dit, tout ça est foutaise. Bien. Et puis, troisième élément, quand même, au niveau de leur réindustrialisation, alors là, c'est ce qui est en train de se passer dans l'industrie chimique et l'industrie sidérurgique. Il n'y a pas d'industrie dans le pays sans industrie chimique et d'industrie métallurgique. Alors, chimie, c'est simple. Ça résume bien leur politique. Entreprise Vencorex, en Isère. Cette entreprise fabrique des composantes absolument essentielles, qu'on soit d'accord ou pas, c'est un autre problème, mais absolument essentielles pour l'énergie nucléaire, la dissuasion nucléaire. Donc, stratégiquement, c'est essentiel. Cette entreprise a des problèmes parce qu'il y a eu des repreneurs qui ont plus pensé à s'en mettre plein les poches qu'à investir pour l'outil industriel. Et donc, à un moment donné, dépôt de bilan. Bon, c'est une entreprise essentielle, mais pas seulement essentielle d'ailleurs pour elle, mais aussi pour les entreprises qui sont autour dans ce bassin industriel chimique au niveau de l'Isère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a proposition d'abord de nationalisation. Le gouvernement dit « Ah non, nationalisation, jamais ». Bon, évidemment, ça ne marche pas dans la doxa macroniste. Et ensuite, les salariés présentent un plan de reprise. Il fallait que l'État investisse un peu, certes, mais un plan de reprise qui gardait toutes les capacités industrielles. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait, à votre avis, le ministre Ferracci, qui est quand même un champion de la désindustrialisation? Il a accepté la proposition chinoise qui, tenez-vous bien, garde un atelier sur 4, donc tout ça n'est pas viable, et qui, très certainement, dans 2 ans, va partir avec les brevets. Parce qu'en plus, vous savez que quand vous achetez une entreprise, vous achetez les brevets, vous ne pouvez même plus utiliser les brevets de cette entreprise dans le pays. Voilà comment ils voient l'industrialisation. Et alors, ArcelorMittal, là aussi, c'est the best. Ça fait maintenant 2 présidents de la République, ArcelorMittal arnaque. Ça a été le cas avec Sarkozy, ça a été le cas avec Hollande. Et là, il recommence. Qu'est-ce que fait ArcelorMittal? 800 millions d'euros d'aides publiques. Je ne parle pas des aides liées au contrat de décarbonation dont je vais parler. C'est 800 millions d'aides publiques, tout compris, depuis maintenant 2020. Pas mal. Et ils annoncent 600 suppressions d'emplois. Pas mal. Évidemment, une entreprise qui a autant d'aides publiques, le bilan, c'est de supprimer des emplois. En plus, quand vous faites 6 milliards d'euros de dividendes et de rachats d'actions depuis quelques années. Mais pire que ça, c'est que ArcelorMittal prévoit des plans de fabrication de l'acier dans différents pays, Turquie, Amérique latine, etc. Donc, son intérêt de rester en France, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ils ont un plan de décarbonation, un contrat de décarbonation. L'État leur propose 850 millions d'euros s'ils décarbonent le site industriel d'Arcelor à Dunkerque, qui est le dernier fleuron qui nous reste. S'il n'y a plus de Dunkerque, il n'y a plus rien. On ne fabrique plus d'acier dans ce pays. Bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils disent « Ah, on ne sait pas ». Alors, ce contrat devait être signé à la fin de l'année dernière. Il n'a pas été signé. Alors, ils ont demandé un délai de 6 mois et ils donnent des conditions qui ne dépendent pas de la France, qui dépendent de l'Europe. Bien. Pour avoir ce plan de décarbonation, plus le profit qu'ils en attendent, c'est-à-dire un taux de 9% minimum, qui montre bien que, aussi, ce qui n'est pas viable, c'est justement qu'il y ait des profits capitalistes, alors qu'on pourrait estimer qu'on a besoin d'acier et qu'après tout, on n'a pas à payer la rente capitaliste pour en produire. ArcelorMittal, donc, ne va pas signer, je vous le dis, ne va pas signer ce plan de décarbonation. Ils ne vont pas le faire. Et s'ils ne le font pas l'année prochaine, comme il faut 4 ans pour décarboner, et que si le site n'est pas décarboné en 2030, c'est foutu, ça va fermer, eh bien, si l'État ne fait rien, c'est fichu. Alors au moins, on pourrait se dire, bon, le gouvernement pourrait dire, j'ai un plan B, quoi. Macron, l'autre jour, il passe à la télé, quand on lui demande « et la nationalisation », il pourrait dire, rien n'est interdit. Ça pourrait mettre la pression. Ben non, il dit non, il n'y aura pas de nationalisation. Donc voilà, je m'attarde un peu, mais comme je pense que c'est essentiel, j'y ferai référence tout à l'heure, j'aurais gagné du temps. Voilà le bilan en termes d'industrialisation. Emploi. Alors là aussi, ils nous ont dit, on n'a jamais créé autant d'emplois dans le pays. C'est super. Bien. Alors d'abord, sachez que dans les emplois de ce pays, il se trouve qu'il y a 900 000 apprentis. Voilà. Alors, bon, le tout apprentissage a quand même une certaine limite, et on pourrait au moins être d'accord entre nous, quoi qu'on pense de la solution des apprentis, mais ce n'est pas vraiment des emplois tels qu'on l'entend. C'est des gens qui sont en apprentissage. Bon, vous voyez bien que vous arrivez à faire beaucoup de choses avec les résultats. Deuxième chose, ils ont sans arrêt changé, avec la réforme de l'allocation chômage, les catégories, ce qui fait qu'ils ont fait disparaître un certain nombre de chômeurs
des statistiques, puisque ceux-ci étaient plus rémunérés et sortaient des statistiques. Et puis troisièmement, vous le savez aussi, alors là, ça c'est des emplois évidemment qui rentrent dans la balance, ils ont juste créé 700 000 auto-entrepreneurs dans ce pays, qui sont tous, sauf des entreprises, mais qui sont des vrais esclaves du XXIe siècle, parce que c'est des travailleurs à la tâche comme le XIXe siècle, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun droit social, aucune protection, etc. C'est ça qui explique en partie l'emploi. Et malgré ça, vu la situation économique, le chômage est en train de repartir à plus de 8% à la fin de l'année. Donc là aussi, gros mensonge. La pauvreté, vous connaissez comme moi les chiffres catastrophiques. On est le pays où il y a le taux de pauvreté le plus important en Europe. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à 15,6% de gens, presque 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans ce qui reste la 6e puissance économique au monde. Là, je pense que ça en dit long de l'échec de Macron, qui, je vous rappelle, avait dit qu'avec lui, en 2017, il n'y aurait plus une seule personne à la rue dans ce pays. Bien, on a explosé, là aussi, les chiffres. Ça, c'est sur le bilan. Je vais m'attarder sur un autre bilan, c'est évidemment celui de la transition écologique. Alors, tu en as parlé, mais disons un mot par rapport à ce qui est en train de se passer. Vous avez dit tous les deux les dangers, je ne vais pas y revenir. Chacun a conscience que la seule dette que nous ne devrions pas léguer aux générations à venir, ce n'est pas la question de la dette financière qui peut se négocier, ça, à être abolie, c'est la dette écologique. Celle-là, il n'y a pas moyen de la négocier. Bon. Et malgré tout, alors que tous les rapports internationaux qui tombent, et nationaux, expliquent qu'il faudrait un investissement d'ici 2030 uniquement pour respecter les accords de Paris. Pisani-Ferry, Mahfouz, un rapport il y a 2 ans. Pisani-Ferry, c'est un économiste de Macron. Il explique qu'il faut 37 milliards de plus d'investissements d'ici 2030 par an pour garantir les accords de Paris. I4C, qui est un think tank qui travaille sur la question de l'écologie, comme il l'a fait 2 ans après et que chaque fois qu'on prend du retard, ça augmente, estime lui maintenant que c'est 50 milliards pour l'État d'ici 2030, plus 23 milliards pour les collectivités territoriales. Là, aujourd'hui, il y a des études qui sont sorties au niveau européen. Tu parlais tout à l'heure des 800 milliards qu'on veut chercher pour la défense. Bien. Eh bien, c'est ce qu'il faudrait investir pour la transition écologique en Europe, au niveau de l'Europe, pour espérer justement atteindre ne serait-ce que les accords de Paris. On en est loin, ce n'est pas du tout ce qu'on fait, il en manque 500 milliards. Bien. Donc, on a, d'un point de vue de la transition écologique, c'est une catastrophe. Et rendez-vous compte que le budget d'austérité de l'an dernier, il a baissé de plus de 2 milliards le budget de l'environnement dans ce pays. 2 milliards. Donc on est très loin du compte. Et évidemment, cette catastrophe-là, qui est à mon avis la plus importante, surtout que si on compte en plus, j'allais dire, supplanter la transition écologique et l'investissement nécessaire par une économie de guerre qui, par essence, est une catastrophe écologique avant d'être une catastrophe et un danger pour la paix, vous voyez que là aussi, on est loin du compte. Je terminerai sur l'autre échec, qui est peut-être, qui n'est pas le pire, je vous le dis franchement, qui n'est pas le pire, mais qui est peut-être le pire pour eux. Parce que toute cette politique, ils nous ont dit que ça allait être fait pour réduire les déficits. Eh bien, là-dessus, c'est la plantade totale. Ils n'ont réduit aucun déficit, ils n'ont pas cessé de les augmenter. Et comment les ont-ils augmentés? Alors, ça, c'est extraordinaire, parce que ça montre toutes leurs contradictions. Il y a Gabriel Attal qui est venu à une commission d'enquête que j'ai faite à l'Assemblée nationale, que j'ai présidée, qui est venu à cette commission et qui a été auditionné sur l'explosion des déficits non prévus en 2024. Et Gabriel Attal dit ce jour-là, ce ne sont pas les dépenses publiques qui ont augmenté, c'est les recettes qui ont baissé. Alors là, totalement d'accord, c'est vrai. Le gros problème, c'est les recettes qui ont baissé. Si vous regardez la part des recettes, des dépenses publiques dans le PIB depuis 2017 à maintenant, on s'est aperçu que ça a baissé 3 points. Les dépenses publiques ont baissé. Ça va peut-être vous paraître bizarre, on n'arrête pas de nous en parler, mais par rapport à la richesse produite, ils ont baissé. Par contre, les recettes ont baissé de 3 points au gars. Bon. Qu'est-ce que nous dit Gabriel Attal ce jour-là? Qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est aperçu que c'était les recettes qui manquaient et non pas les dépenses publiques qui augmentaient? Eh bien, il nous dit qu'il a rêvé jour, matin et soir à comment baisser les dépenses publiques. Vous avez compris, hein? Bon. Ça met un petit temps, parce que c'est vrai que c'est... Bon, ben voilà, ça explique tout le défaut de leur politique. C'est-à-dire que, depuis maintenant quelques années, ils mettent en place une politique qui ne fait qu'entretenir le problème, puisque ça prive... Parce que quand vous baissez les dépenses publiques, vous avez un aspect récessif sur l'économie, donc vous avez moins de recettes, moins de TVA, moins d'impôts, etc. Ça nous prive de recettes, et donc ça nous prive aujourd'hui de 60 milliards d'euros d'économies, de recettes par an. L'État, ils ont appauvri l'État à hauteur de 60 milliards. C'est ce qui explique principalement l'explosion des déficits dans ce pays. Et tout à l'heure, en plus, Élise le disait, mais quand même, je veux y revenir, ça a été fait
au profit de la création des plus grandes inégalités dans ce pays depuis l'Ancien Régime. C'est ça dont il est question. Ces 60 milliards ont principalement été aux mains des ultra-riches. Tu as cité des chiffres, j'en citerai deux autres. Grâce aux politiques de Macron, c'est-à-dire ce bouclier du capital qui s'appelle la flat tax, qui fait qu'un revenu du capital ne peut pas être imposé à plus de 30%. Eh bien, les 500 personnes les plus riches de pays ont vu leur patrimoine doubler depuis 2017. Vous m'entendez bien, doubler. Il est passé de plus de 20% à plus de 40%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et comme dans le même temps, le patrimoine national n'a pas doublé, c'est assez simple de comprendre. Quand vous doublez votre patrimoine et que le patrimoine ne double pas, c'est que vous le doublez sur la peau des autres, quoi. C'est évident, sur le travail. C'est ça qui s'est passé. Cette politique a été mise en place pour ça. Bon, je vais pas revenir, puisque ça a été dit par Élise, sur les manières dont ils ont baissé sans arrêt la taxation des impôts des plus riches. Alors, pour être exact, ils payent moins de 2% d'impôts sur le revenu, mais en fait, comme ils ont transféré une partie, ils le payent sur le capital, donc ça monte, leur taxation monte à peu près à 25%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, qui sont les milliardaires, ils payent 25% de taxation sur l'ensemble de leurs revenus, donc une partie de leurs revenus personnels qu'ils ont migré vers leurs revenus professionnels, puisque si vous m'avez suivi, ils sont moins taxés sur les revenus professionnels. Mais les mêmes personnes, enfin un peu moins riches, à l'impôt sur le revenu, eh ben eux, s'ils ne sont que salariés, ils sont taxés à 45-46%. Et ce manque à gagner entre la taxation de ces ultra-riches et celle qui devrait être la leur s'ils étaient assujettis à un barème de l'impôt sur le revenu normal, c'est juste 18 milliards d'euros par an pour le pays. Donc non seulement tout ça est d'une profonde injustice, mais en plus de ça, c'est un coût pour notre pays insupportable. Le capital coûte trop cher à notre pays. C'est le coût du capital qui coûte trop cher. Au fond, ce que ça développe, c'est le seul séparatisme qui existe. C'est-à-dire ce séparatisme de riches qui vivent entre eux, qui s'enrichissent entre eux, qui possèdent les médias pour contrôler la population et qui, en plus, parce que c'est la définition du communautarisme, imposent leurs lois au pays. C'est ça, c'est eux les séparatistes. Et je crois qu'il est bon ton de le rappeler au moment où on nous parle de nouvelles lois séparatistes. Cette politique-là, je vous l'ai dit, elle est un échec en France, elle est un échec en Europe, et bien évidemment, elle a été aggravée, j'y reviens tout à l'heure, par le contexte international et notamment la politique mise en place par Donald Trump. Je vais y revenir. Alors donc, quand on a un tel bilan d'échec, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ce gouvernement a dit ce qu'il allait faire. Il est minoritaire, il a perdu les élections, il a un bilan économique catastrophique, et on continue. On continue exactement la même politique, donc c'est ce qu'ils veulent faire l'an prochain. Et ils annoncent baisser de 40 milliards d'euros le budget, les dépenses publiques, avec l'aspect récessif dont je vais vous parler, et évidemment en s'attaquant aux besoins de la population. Bon, 40 milliards d'euros, c'est un aspect récessif de 0,3-0,4 points dans une économie où la croissance elle-même devient atone, puisqu'on annonce maintenant plus que 0,6% de croissance, qui fait qu'il y aura à peu près moins de recettes. Alors ils le font au nom de la dette. Je m'arrête juste 2 secondes là-dessus, il faut que je regarde un peu l'heure. Parce que... ouais, ça va. Au nom de la dette, j'aurais juste en parler 2 minutes, parce que vous le savez, c'est leur grand argument. C'est la dette qui va nous étrangler, qu'il ne faut pas laisser à nos générations à venir, etc., etc., etc. Bien. Certes. Alors, juste quand même, relativisons les choses. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il faut comprendre que la dette n'est jamais remboursée. C'est-à-dire le stock de la dette n'est jamais remboursé. Tout simplement parce qu'il y a toujours des gens qui viennent prêter à la France pour les raisons que je vais expliquer. Donc, ce qui nous coûte, c'est les intérêts de la dette. Alors, certes, ils sont importants, je ne vais pas dénier. Vous avez compris qu'ils ont été largement créés à cause des cadeaux fiscaux qu'on a fait au capital. Mais malgré tout, cette année, par exemple, c'est 58 milliards d'euros. C'est 1,7% en gros de la dette par rapport au PIB. Et il faut savoir qu'il y a 2% d'inflation. Donc en réalité, on s'aperçoit qu'en termes réels, l'augmentation de la dette est inférieure à l'inflation, de moins 0,3% par rapport à l'année précédente. Bon, elle va augmenter dans les années à venir, mais il faut aussi savoir pourquoi, contrairement à ce qu'on dit, il est totalement imbécile de dire qu'à un moment donné, la France, c'était Fillon qui avait lancé ça, la France va être en faillite, c'est terrible, etc. C'est que, bizarrement, pour la France, on ne fait jamais ce qu'on fait pour les particuliers. Si vous empruntez demain de l'argent, on va regarder quels sont vos actifs.
Qu'est-ce que vous avez comme argent? Et c'est là-dessus qu'une banque va vous prêter de l'argent, par exemple. Bien. Il faut savoir que le patrimoine national français, il représente 6,6 ans de PIB, alors que la dette représente 1 an de PIB. Donc si vous mettez les deux en comparaison, l'actif est incomparablement plus élevé en réalité que ce déficit. Deuxième élément qui est à mettre, je voudrais en mettre un deuxième, c'est ce qu'un économiste vient de sortir aujourd'hui, qui est pourtant un partisan des banques, un spécialiste. Il explique que la France, comme la plupart des pays européens, le compte courant de la France commerciale est bénéficiaire à hauteur de 5%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que la France dépense, y compris les charges d'intérêt, est déficit. Enfin, que tout ce qu'on reçoit pour aller vite, tout ce qu'on a, est excédentaire par rapport à ce qu'on dépense. Donc là aussi, ne soyons pas paniqués. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois, quels que soient les AAA, etc., à chaque fois que la France lève un emprunt, il y a 3 fois plus de demandes que d'offres. Parce que la France, c'est solide, c'est costaud, et qu'en plus, les marchés adorent ce genre, en réalité, de placement. Donc ça, c'est sur la dette. J'y reviens pas, c'est juste pour vous dire qu'on nous fait peur avec pas grand-chose. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Vous avez compris, je ne suis pas d'accord d'une dette qui sert à favoriser le capital, mais une dette, par exemple, qui servirait à investir comme il le faut dans l'écologie, eh bien, ça serait tout à fait compréhensible et nécessaire. La deuxième chose dans ce budget qui nous prépare, et pourquoi, à mon avis, tout ça ne va pas fonctionner, c'est qu'il nous annonce 40 milliards d'euros. Bien. Sauf que, entre guillemets, c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, ils se sont tournés vers tous les ministères. Et comme tous les ministères supportent des politiques d'austérité depuis des années, tous les ministres ont dit, on va vous renvoyer les efforts qu'on est capable de faire. Le bilan vient de sortir, là. Et donc, pour l'an prochain, c'est 8% de hausse de crédit, 20 000 emplois créés dans la fonction publique. La totalité de ce que renvoient les ministères aujourd'hui, c'est ça. Donc leur politique, elle est imbécile parce qu'elle arrive à un moment donné sur non pas seulement le fait que ça soit récessif, mais simplement l'État ne peut plus fonctionner si on continue à baisser les budgets. Et là, ils ont beau dire, ils ont beau faire. Chaque ministre, moi que je reçois en ce moment dans un exercice qui s'appelle le printemps de l'évaluation, vient pour pleurer, pour dire moi je ne pourrais pas le faire. Bon. Deuxième chose, après ils se sont dit bon alors si on va pas sur l'État, on va peut-être aller sur les collectivités territoriales. Là aussi échec. Ils ont voulu faire le coup l'année dernière. Alors, échec, pourquoi? C'est qu'ils ont tellement baissé les budgets des collectivités, soit en supprimant une imposition locale remplacée par la TVA, j'y reviendrai tout à l'heure, soit en baissant les dotations. C'est que ces collectivités sont mal en point. Alors, les départements, déjà, c'est clair, il n'y a plus d'épargne. Ça veut dire que les départements sur lesquels est assis une grande part des dépenses sociales de ce pays, RSA, etc., nous disent aujourd'hui que si rien ne change d'ici 2 ans, il y en a à peu près les 2 tiers, enfin non, 1 tiers, pardon, j'exagère, 1 tiers qui se retrouvent en cessation de paiement. Bon, alors ils disent les communes, ça va, par contre les départements, ça ne va pas, mais les communes ont de l'argent. Non, les communes n'ont pas plus d'argent. Ce qui se passe, c'est que les communes, effectivement, elles ont un peu plus d'épargne, parce que comme elles sont incapables d'investir et d'alimenter des fonds de l'État, eh bien, elles ont un peu plus d'épargne, mais ça ne veut pas dire que leur santé est meilleure. Mais surtout, en plus, cette politique imbécile qui voudrait s'attaquer aux collectivités territoriales, figurez-vous que l'investissement en France depuis 2017, ce qui sous-tend l'investissement, c'est l'investissement public. L'investissement privé a baissé, contrairement à ce que nous dit là aussi le maire, ce que nous disait le maire. L'investissement public, lui, a augmenté. Et dans l'investissement public, hors défense, la part des collectivités territoriales, c'est 75%. Donc si vous avez bien suivi, excusez-moi, je vous abreuve en chiffres, mais c'est intéressant de le voir, c'est que les collectivités territoriales, c'est souvent la plupart des investissements en matière écologique. Donc si vous prenez de l'argent encore aux collectivités pour leur dire qu'il faut faire un effort, eh bien la part d'investissement des collectivités, elle diminue. Et donc, vous avez compris, c'est à la fois la transition écologique ou ce qu'il en reste, et également l'activité économique qui en pâtit. Alors, troisième chose, plus sérieux, et là sur lequel il faut s'inquiéter, ils ont tourné, j'allais dire leur revolver, c'est un peu ça quand même, vers la Sécu. Je vais m'y attarder un peu parce que derrière ça, en réalité, ils rêvent d'une chose, c'est de remettre en question notre système de sécurité sociale. Et là, ils se disent, bon, comme ça coûte très cher, la sécurité sociale par rapport au PIB, il y a trop de dépenses, c'est sûrement là-dessus qu'il faut faire des économies. Juste une petite réflexion déjà en préalable. C'est que cette idée que dans le PIB, la santé en France coûterait trop cher par rapport à nos voisins est une idée complètement délétère. Tout simplement parce que ce qu'il faut aller voir chez nos voisins, qui n'ont pas le même système de santé publique, de sécurité sociale, c'est la part qu'ils dépensent dans le privé. Et dans le privé, ils dépensent autant, sauf que c'est totalement inégal, parce qu'il y a des gens qui peuvent se payer la santé et pas d'autres. Mais si on regarde,
on s'aperçoit qu'en réalité, ils dépensent autant. Donc déjà, c'est faux de dire... La seule chose qu'on peut dire, c'est que nous, on a fait le choix que c'était public, que ça s'adossait sur des cotisations. Mais les autres, c'est sur des assurances. Donc c'est faux de dire, nous, dans le PIB, c'est catastrophique par rapport aux autres. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut avoir en tête. Mais donc, ils regardent. Et là, ils viennent de sortir un rapport de la Cour des comptes, lundi, Moscovici, qui est venu présenter ça, en disant qu'on ne pouvait pas permettre d'exclure une crise de la liquidité de la sécurité sociale. Alors là, toutes les chaînes de télé, les mêmes qui sont détenues par les milliardaires, vous avez compris, s'est affolé en disant c'est la Sécu, il faut faire quelque chose, c'est plus possible, il faut changer le mode, etc. Alors là-dessus aussi, je voudrais quand même y revenir et juste vous donner quelques informations. Ce sur quoi s'appuie la Cour des comptes pour dire ça, c'est ce qui s'appelle l'ACOS, c'est-à-dire l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Et effectivement, ils disent que si rien n'est fait, en 2027, l'ACOS se retrouve avec 70 milliards d'emprunts nécessaires pour rembourser le déficit. Et ces 70 milliards, il se trouve que par les mécanismes de la dette sociale, c'est plus qu'elle ne peut faire parce qu'elle emprunte à court terme. C'est quasiment technique. Bon. Donc, à partir de là, ils disent on ne pourra pas. Mais sauf qu'il y a plein de solutions. La solution, c'est de trouver des recettes à la sécurité sociale. Et la première recette à la sécurité sociale, ça serait de faire en sorte qu'elle ne soit pas déficitaire faussement. Parce qu'en réalité, en 2024, si on enlève le remboursement à la CADES, qui est la caisse sur laquelle on a abrité la dette de la sécurité sociale et qu'elle rembourse chaque année, eh bien on s'aperçoit que la balance entre les dépenses et les recettes, la sécurité sociale, cette année, elle est excédentaire de 4 milliards d'euros. Elle n'est déficitaire de 15 milliards que parce qu'on rembourse la CADES. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais quand même c'est normal de rembourser une dette. Oui, mais sauf que la CADES, à hauteur de 92 milliards d'euros, la dette, elle a été créée au moment du Covid. Et qu'on a transféré une part de ce qui aurait dû être des dettes de l'État, parce que, par exemple, comment on aide les entreprises, on fait du chômage partiel. C'est une décision de l'État, ce n'est pas une décision qui devrait impacter sur le système de sécurité sociale français. Et donc, on l'a impacté sur la dette sociale, etc., etc. Donc, dans ces 92 milliards de dettes qui ont été créées entre 2020 et 2023, il y a une grande part qui aurait dû être de la dette de l'État. Et ça aurait été d'autant plus intéressant, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure que la dette de l'État, on pouvait la rouler, c'est-à-dire que vous ne remboursez que les charges d'intérêt, mais ce n'est pas vrai de la dette sociale. La Sécu, elle est obligée de rembourser le stock. Et donc, en réalité, c'est un économiste qui s'appelle Zemmour, Michael, pas Eric, heureusement, qui avait à l'époque alerté, il avait dit « Attention, on est en train de mettre en place un système, au lieu de nous coûter 1 milliard d'euros par an, si on avait gardé ça en dette de l'État, ça va nous coûter 10 milliards d'euros par an pour la Sécu. » C'est ça qui s'est passé. Donc déjà, moi, la première chose que je dis, c'est que l'État pourrait peut-être reprendre une grosse partie de cette dette CADES, et ça irait déjà beaucoup mieux. Et puis après, il y a d'autres choses qu'on peut dire. Est-ce qu'il est normal que l'État décide, ce qui est bien, hein, le Ségur de la santé, mais qui est une décision de l'État, pas de la Sécu, sans avoir prévu les recettes? Donc c'est 14 milliards de plus pour la sécurité sociale, alors que c'est une décision d'une politique de l'État en matière de santé. De la même manière, on peut s'interroger sur les exonérations sociales aussi, remplacées par la TVA, mais non compensées à hauteur de 5,5 milliards d'euros. On peut se dire aussi que quand on crée des auto-entrepreneurs qui cotisent en rien, ou quand on exonère trop les salaires, eh bien c'est moins de rentrées de salaires différés, etc., etc. Donc en réalité, si on met en place tous ces mécanismes, on s'aperçoit que la situation n'est pas si grave, elle n'est même pas grave du tout, qu'en plus de ça, on pourrait très bien dire que nous, on a des recettes. Alors manifestement, ils ont décidé une des recettes, une recette catastrophique, c'est la TVA sociale. Bravo, on applaudit très fort. D'abord, c'est pas ce que je vous propose de faire. C'est ironique, hein, c'est ironique. La TVA sociale, déjà, elle existe aujourd'hui. Parce que la TVA sert à tout maintenant. Elle sert à compenser les impôts locaux et elle sert à compenser les exonérations. Donc vous payez tous les cadeaux aux entreprises sous exonération. Mais au-delà du fait que c'est l'impôt le plus injuste, parce que c'est celui qui touche proportionnellement les plus les classes populaires, si vous ajoutez de la TVA, si vous avez bien suivi, eh bien vous allez avoir un aspect récessif sur la consommation populaire. Et il se trouve que la France, bon an, mal an, n'est pas en récession depuis 2 ans par rapport à l'Allemagne, parce qu'on a une consommation populaire plus importante que l'Allemagne, qui marche sur l'exportation. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Et puis, évidemment, ce n'est pas la solution. Par contre, on en a d'autres. Nous, on dit, par exemple, on pourrait augmenter un peu les cotisations, c'est un choix. Vous augmentez les cotisations de 0,15 seulement pendant 7 ans, et déjà, vous n'êtes pas obligé de passer de 62 à 64 ans. Vous décidez, par exemple, d'imposer, de cotiser les dividendes, les rachats d'actions, etc. Ce serait normal. 10 milliards d'euros par an. Et figurez-vous, on l'a même voté à l'Assemblée nationale avant qu'il fasse le 49.3. Et puis, plus globalement, vous pouvez aussi décider de créer de l'emploi.
d'augmenter les salaires, d'augmenter le SMIC. Mais bien évidemment, il faut le faire aussi avec le salaire différé. Donc, autrement dit, il y a plein de solutions pour éviter cette remise en question de la sécurité sociale. J'ai passé un peu de temps, mais comme à mon avis, ça va être l'attaque majeure qu'il va y avoir dans les semaines à venir, je pense qu'il faut bien comprendre en quoi il y a une arnaque là-dessus, quelque chose évidemment à rentrer. Bon, je vous ai dit la politique récessive, je vous ai dit évidemment tous les défauts de cette politique, mais en plus de ça, ces défauts de cette politique qu'ils nous proposent, où ils ne savent pas très bien comment ils vont arriver. Mais là-dedans, non seulement il y a des baisses de dépenses publiques, mais il n'y a pas 1 euro, si ce n'est pour l'économie de guerre, 3 milliards de plus par rapport à la loi de programmation militaire. Mais vous voyez même que là-dessus, on est loin des 100 milliards promis, mais il n'y a pas 1 euro d'investissement par rapport à ce qui est nécessaire. Bien. Et là, j'en viens à la période dans laquelle nous sommes. On est dans un moment où Trump vient de déclencher une guerre commerciale. Et donc la question de la souveraineté industrielle, elle est absolument essentielle. Qu'est-ce que font les Allemands? Ils viennent de décider que ça suffisait, les politiques d'austérité, et donc ils avaient une loi constitutionnelle qui les empêchait d'avoir des déficits. Ils ont cassé la loi. Et là, les Allemands, figurez-vous, ils vont investir 500 milliards d'euros d'investissement dans leur industrie. Alors certes, à hauteur de 300, c'est dans l'industrie de l'armement, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils vont, eux, mettre de l'argent pour investir dans l'industrie. Et nous, pendant ce temps-là, on va rester tranquillement. Et alors là, je peux vous dire que le décalage avec l'Allemagne et avec d'autres pays qui font pareil, ça va être catastrophique dans les mois à venir. Par rapport à cette politique donc, qui nous mène à la catastrophe partout, moi je pense qu'il n'y a pas d'aménagement possible. On ne peut pas rester au milieu du gué. On ne peut pas juste un peu atténuer les choses. Je pense qu'il faut une politique de rupture, ça a été dit, une relance par la bifurcation écologique et la planification écologique, celle d'une souveraineté industrielle, celle de circuits courts, et puis plus profondément une politique qui, avec les armes de la fiscalité, d'augmentation des salaires, fait en sorte qu'on revient à un partage des richesses plus en faveur des revenus du travail que ceux du capital que Emmanuel Macron a très largement avantagé depuis 2017. Autrement dit, je pense que par rapport à la période qui est devant nous, la rupture, elle est obligatoire. Ce n'est pas un état d'âme, ce n'est pas le fait d'en faire un peu plus que l'autre, c'est qu'elle est obligatoire. Il faut rompre avec ce système qui nous emmène absolument à la catastrophe. Et moi, où je suis inquiet, c'est que je pense que le contexte international, en réalité, on est avant 14. Je parle de 1914. Qu'est-ce qui se passe avant 1914? C'est la première mondialisation capitaliste. C'est déjà une période de libre-échange et qui va se terminer en affrontement commercial sans merci pour les matières premières, pour les énergies, entre les blocs impérialistes de l'époque. Et on sait ce qui va en découler. Donc déjà, je pense que c'est cette situation-là qui est devant nous. Et quand une situation de cette ampleur est devant nous, un tsunami, disait François Bayrou, on ne l'affronte pas avec une barge à la rame. Ça, ce n'est pas possible. Donc effectivement, il faut changer, vous avez compris, le modèle économique, mais il faut aussi une France qui ne rentre pas dans ce jeu de la concurrence internationale commerciale qui, après, un jour, peut devenir une concurrence militaire. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une France non alignée, qui prenne la tête et qui propose un autre modèle, à commencer aux pays européens, mais ailleurs dans le monde, je pense au Sud global, aux pays d'Amérique latine, qui propose un autre modèle économique qui est notamment celui de la bifurcation écologique, de la solidarité et de la paix. C'est un modèle, par exemple, qui, vis-à-vis de ce que fait Donald Trump, même si parfois à court terme ça peut servir, mais ne propose pas de dire contre vos droits douaniers, on va faire des droits douaniers qui visent tel ou tel pays. Je pense qu'il faut un protectionnisme solidaire, qui ne regarde pas d'où vient le produit, mais qui regarde de la manière dont il est produit et par quel capitaliste il est produit dans des conditions écologiques et sociales, et à partir de là, on le taxe. Donc il faut une politique de protectionnisme solidaire. Il faut une politique qui taxe les intérêts financiers, notamment les intérêts financiers américains, GAFA et autres, de manière évidente. Deuxième chose, je disais, on est avant 14, mais on est aussi, malheureusement, dans ce moment de condensation des périodes avant 39. C'est-à-dire ce moment où on a préféré Hitler au Front populaire, avec, on le voit bien, une montée de l'extrême droite de manière internationale, racisme, autoritarisme, et même à certains moments des États qu'on peut comparer avec des États fascistes. On verra ce que deviendra de ce point de vue-là l'État le plus important du monde, l'État des États-Unis d'Amérique, mais évidemment, on peut être inquiet. Cette période, elle vient d'être décrite
par un historien qui s'appelle Johann Chapoutot. Je vous propose de lire son livre, ça s'appelle « Les irresponsables ». Et le sous-titre, c'est « Qui a porté Hitler au pouvoir ?» La période est vraiment très ressemblante. Qui a porté Hitler au pouvoir? Comme on disait à l'époque, c'est la bourgeoisie et les partis de la bourgeoisie qui ont porté Hitler au pouvoir parce qu'ils ont préféré à un moment donné, effectivement, Hitler plutôt qu'à la transformation sociale et économique qui, là aussi, montait dans beaucoup de pays. Et c'est exactement ce que nous vivons avec cette espèce de radicalisation de ce qu'on appelait autrefois la droite républicaine. Ça se passe à une vitesse grand V, je peux vous assurer, à l'Assemblée. C'est catastrophique. On regarde les rangs des Républicains en 2017, on voyait quand même une différence, quoi. Il y avait quand même quelque chose. Là, aujourd'hui, ils prennent à droite l'extrême droite. C'est ça, la réalité. Bon. Et en plus, sur tous les thèmes, avec y compris, évidemment, le racisme qui est inhérent à ces montées de période. Donc, on est dans ce moment-là. Et ce moment-là, évidemment, nécessite aussi autre chose. Ce moment-là nécessite aussi autre chose, c'est qu'en face de ça, il y a une gauche de rupture. Parce que toute gauche qui présente un projet d'accommodement par rapport à l'extrême droite, elle est sûre de se faire dévorer tout cru. Et elle, avec elle, j'allais dire, la démocratie dans nos États. Je regardais tout à l'heure un article, je l'ai perdu, mais dans Le Monde, qui décrivait ce qui se passait aujourd'hui en Angleterre avec la montée du parti de Farage, qui est en train d'être en tête dans les sondages. Le parti de Farage, il est en tête dans les sondages, c'est l'extrême droite anglaise. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il fait le même coup qu'a fait Le Pen. Par rapport aux travaillistes qui sont à nouveau sur une ligne ultra-conservatrice, où ils remettent en question de la protection sociale, eux disent nous, on n'est pas d'accord avec ça, on est pour des mesures sociales, et ils sont en train de décrocher des bastions entiers du vote ouvrier de manière réelle. Bon. Donc, il est évident d'une chose, c'est que la gauche ne peut pas s'opposer à la montée de l'extrême droite avec les solutions de gauche d'accommodement à la Hollande ou pas. Et donc, du coup, vous comprendrez que tous ceux qui nous proposent des primaires, où l'idée, ça serait que si Glucksmann ou Hollande gagne, on part derrière la bannière de Glucksmann ou Hollande, eh bien, ce sont des fossoyeurs, pas seulement de la gauche, mais ça peut être même des fossoyeurs de la démocratie dans notre pays par rapport à ce qui peut advenir. La solution, et nous sommes d'accord à l'unité la plus totale, c'est l'unité la plus totale sur une ligne de rupture. Et traditionnellement, dans toute l'histoire de la gauche française, une fois qu'on s'est mis d'accord sur un programme de rupture, il est de tradition que le candidat à la présidentielle soit issu du parti qui est le plus fort dans cette alliance, c'est-à-dire France Insoumise. C'est le seul moment que je ferai un peu de politique. Alors vous allez me dire comment ça commence. Déjà, dès l'automne prochain, il ne faut pas contourner. Il faut la censure du gouvernement. Nous disons qu'il faut censurer le prochain gouvernement sur le budget. Quel que soit après le risque, et nous pensons que le peuple est toujours la solution. Ce que les socialistes n'ont pas voulu faire la dernière fois sous Bayrou, cette fois-ci, ils vont se retrouver devant, effectivement, j'allais dire, une muraille. Est-ce que oui ou non, ils laissent le macronisme continuer pendant 2 ans à sévir dans ce pays? C'est ça, à mon avis, la première question décisive. Vous avez compris que nous ferons tout pour censurer. Alors après, ensuite, est-ce que nous sommes sûrs de la réussite? Non. C'est vrai que le tableau que je vous ai présenté, je vous ai parlé avant 14, avant 39, vous allez me dire, lui, il est bien gentil, mais pas très rose. Mais bon. Mais d'un autre côté, très sincèrement, si je reviens à ce que j'ai dit au départ, avant le 29 mai 2005, qui pensait que le non allait gagner? Avant le 7 juillet 19h55, qui pensait que la gauche allait être en tête? Donc moi, je pense qu'en réalité, le retour au peuple, on n'a pas à le craindre. On n'a jamais à le craindre. C'est toujours la solution. Et pour terminer, je vais vous citer un petit extrait, deux phrases tirées d'un excellent bouquin, je vous conseille. C'est un gros pavé, 147 pages, avec Ludivine Mantini qui l'a dirigé. C'est l'histoire globale des révolutions. Et c'est un chapitre qui est d'Étienne Balibar. Et il cite 2 phrases. Première phrase, Jean-Jacques Rousseau, 1762, Émile ou de l'éducation. Nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions. Terriblement prémonitoire, non? Puis il cite une autre phrase d'un bouquin, cette fois-ci de 2003, qui dit « Il est plus facile aujourd'hui d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ». Je pense très sincèrement que si nous sommes réalistes, on doit admettre qu'on est entre les deux. On est entre ces 2 moments et entre ces 2 possibles diamétralement inverses. On est dans une période à la fois fascinante et terriblement inquiétante. On est dans une période de bifurcation. Et
dans cette bifurcation, comme toujours, tout va dépendre du peuple. Tout va dépendre de la manière dont le peuple va l'écrire. Mais quand je dis ça, il ne faut pas non plus sous-estimer que ça va aussi dépendre de l'action de gens engagés, dans la jeunesse, dans les quartiers populaires. Et de ce point de vue-là, je ne veux que répéter ce qu'a dit tout à l'heure, parce que c'en est un peu l'incarnation. Ce qu'a dit tout à l'heure Louis, en disant « gloire aux dockers » qui ont empêché que soient transmis, que soient livrées des armes pour des mitraillettes israéliennes pour continuer le génocide à Gaza. Si je dis ça, c'est que c'est l'incarnation justement de ces gens qui, à un moment donné, par leurs gestes, mettent en mouvement quelque chose qui se révèle majoritaire dans la société, tout comme nous avons révélé que dans la société était majoritaire, en réalité, le refus du génocide à Gaza, et non pas majoritaire ceux qui, parce que nous y sommes opposés, nous traitaient d'antisémites, ce qui est la pire des calomnies pour nous. Oui, il faut des gens engagés. Et ces gens engagés, eh bien, l'endroit particulièrement important pour que ça soit décisif, et nous le savons maintenant depuis 250 ans, de par sa place singulière dans l'histoire de ce monde, ne serait-ce que parce qu'elle est née d'une révolution et que moi je ne connais pas beaucoup de pays qui est fier d'être né d'une révolution encore aujourd'hui, parce qu'elle est née d'une république, celle d'une république sociale, politique, c'est effectivement la France. Ça donne toutes nos responsabilités, parce que vous aurez bien compris que parmi ces gens engagés, je pense que nous avons un rôle absolument décisif et que nous, insoumis, on ne lâchera rien. C'est la chose que nous pouvons promettre à toutes et tous. Merci.